Bonjour, bienvenue dans Sans Concession pour une nouvelle émission. On est dans le sud, on est à Antibes, on est chez Best of Bike. Frédéric Kositarski nous y attend. Vous allez voir, Fred, c'est un personnage. Vous aurez l'occasion de le découvrir autour de ces 45 minutes d'émission. Du côté des invités, on recevra Andy Verdoya, le pilote français le plus jeune vainqueur d'une épreuve de Supersport mondial. On recevra Marc Fontan. On aura également David Michaud, qui est le directeur, l'inspecteur commercial du secteur. Et évidemment, on aura Antoine et Julien, les fils de Frédéric Kositarski, qui nous parleront d'affaires de famille. Du côté des rubriques, on retrouvera l'essai de la semaine avec Johan Genouvrier qui nous proposera celui de la Yamaha R1. On aura un web atelier, l'hiver approche, peut-être que certains d'entre vous remiseront leur moto, on vous donnera les bons conseils pour faire cette opération. Et enfin, on aura nos tops et nos flops teintés d'un peu de compétition cette semaine. Sans concession, Best of Bike Yamaha Antibes, c'est parti! Voilà, donc dans la concession Best of Bike, Fred, merci de nous accueillir. Merci à vous surtout. Alors Fred, ici Antibes, de mémoire, j'avais pas l'impression que tu étais installé ici. Ça fait combien de temps que tu es ici? Alors ici, ça fait 5 ans maintenant qu'on s'est installé ici. Alors on a déménagé 4 fois en 20 ans. 4 fois en 20 ans? Tout à fait, parce que en fait, le prix du mètre carré ici est assez recherché, assez cher. Et en fait, je me suis un petit peu enrichi au fur et à mesure de ces années, qui m'a permis de passer de 200 mètres carrés à aujourd'hui 1100 mètres carrés. En fait. Voilà, c'était plus une question de moyens au départ qui a fait qu'on est passé au fur et à mesure. Vous avez grandi au fur et à mesure. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Bon alors Fred, avant d'aller un petit peu plus loin, on va recontextualiser la chose. Impliqué énormément en compétition, Fred, tu as fait la Coupe Kawa, tu es originaire de Reims. Oui, tout à fait. Tu as été très ami avec Bruno Bonnehuil, oui. Malheureusement disparu. On a quasiment fêté sa disparition il y a quelques jours, qui paradoxalement est quelques jours après ton anniversaire, puisque toi tu es né le 16 novembre. Je suis toujours là. Voilà, et malheureusement Bruno a eu son accident le 19 à Macao. Après, au niveau compétition, palmarès. Alors, en fait, Coupe Kawa. Oui, Coupe Kawa. J'ai fait quelques podiums en Coupe Kawa à l'époque. Bon, j'ai démarré assez tard la compétition par manque de budget, forcément. Et puis, j'ai commencé à travailler très jeune, parce que j'ai ouvert ma première boutique, j'avais 24 ans, en fait. Donc, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Voilà, Coupe Kawa, l'endurance, bol d'or, les 1000 km de Carole que j'ai dû faire 5 fois ou 6 fois, puisque j'ai travaillé dans une concession à l'époque qui était un quart d'heure du circuit. Donc ça, c'est pour mon activité pure de motard. Puis après, c'est surtout du loisir, quoi. Alors, je le disais, Bruno Bonnehuil, donc originaire de Reims, c'est là où vous étiez connu? Tout à fait, puisqu'en fait, on appelait les conneries qu'on pouvait faire à l'âge de 16-17 ans sur la route, où on se faisait les montées de côte par chez nous dans le vignoble. Après, Bruno a enclenché en compétition en 79, je crois, par les promos 350 avec les YAM, avec les RD. Après, il a fait la Coupe Kawa qu'il a gagnée en 82. Puis après, c'est parti, championnat de France, championnat d'Europe, mondial 2,5, mondial 500, Superbike et 600, où j'ai suivi tout son parcours. Voilà, son parcours. Et où j'ai fait beaucoup mécanicien aussi avec lui. Donc, ça m'a permis aussi d'aller un peu traîner dans toutes les catégories qui existaient. Voilà. Et c'est de là où est venue ton envie de monter ton magasin, ou tu l'avais déjà avant d'accompagner Alors, Bruno? je l'ai eu assez de bonheur, parce que le premier que je vous dis, j'ai monté à 24 ans. Donc, je le faisais en parallèle. Donc, souvent, Bruno m'appelait quand il était en panne de mécano, un truc comme ça, ou qu'il lui manquait du personnel, où j'ai fait la cuisine aussi, où j'allais chercher les bidons d'essence. Voilà. Donc, je dirais on était potes, quoi. Donc, j'ai beaucoup fait de dépannage. Alors, j'ai fait juste la dernière saison intégrale en championnat du monde 600 Supersport, puisque c'était l'année avant que j'ouvre le magasin ici à Antibes en 97. Fred, donc tu disais, tu fais un mix de scooter moto, 50% à peu près. C'est quoi les best-sellers pour toi ici? Nous, ici, le best-seller en scooter, ça reste le T-Max 530. Et puis après, l'X-Max 125, forcément, parce que quand les gens qui n'ont qu'un permis auto. Alors, on a le Tricity 300, qui va maintenant, je pense, arriver sur 2021, puisque cette année, on n'en a pas eu beaucoup, en fait. Parce qu'on a beaucoup de précommandes, donc tout est parti d'un G. Mais sur 2021, c'est un gros challenge, le Tricity 300.
Donc à savoir qu'aujourd'hui, ce matin par exemple, on est à 580 machines neuves et 300 scooters. C'est vrai qu'ici à Antibes, il fait beau toute l'année. sûr. C'est pas le cas partout, que ce soit à Reims ou dans le sûr, reste ouais. de la France. fait, ouais. Alors on va retrouver Claude, ton chef d'atelier, Ouais. qui va justement nous parler du web atelier sur le fait de remiser sa moto si vous n'allez pas rouler pendant l'hiver. Alors Claude, on a vu avec Frédéric, il s'est un peu moqué de nous. C'est vrai qu'ici il fait souvent beau et donc les motards roulent à peu près toute l'année. Mais pour ceux qui vont en remiser leur moto en vue de l'hiver, il y a quelques points de passage un petit peu obligés. Si tu as la possibilité de mettre ça sur béquille centrale, donc ça soulage un petit peu les roues. On peut faire le plein pour éviter un petit peu d'oxydation dans le réservoir. Si c'est un ancien modèle à carbu, Ouais. on peut Il vider. n'y en a plus beaucoup. Hein. Voilà, donc ça se fait Mais- un petit peu rare. Mais Tu peux vider tes cuves, ça facilitera un petit peu le démarrage de la machine. Débrancher sa batterie, Ouais, important. C'est le la primordial, charger une presque. fois par mois s'il y a moyen. Ouais. Si on a la possibilité d'avoir une prise à côté. Après maintenant, on a des petits adaptateurs sur la batterie en permanence. Et c'est des chargeurs mainteneurs de charge. D'accord. Donc ça, Ah oui, tu qui peux- régule en fait voilà. et qui envoie les Tu impulsions. peux laisser quand ça en nécessaire. permanence, D'accord. donc du coup ça fait ton petit maintien de charge sans problème. On peut surgonfler un petit peu ses pneus aussi pour éviter qu'ils prennent une forme un peu un plat. Vérifier avant de reprendre la route quand même aussi. Oui. Si tu repars avec des pneus surgonflés, ça peut éviter un peu Mhm. des problèmes. Et sinon, au niveau tout ce qui est, par exemple ici là sur cette MT-09, on a des câbles, on graisse un petit peu, les joints SPI pareil, non? Ou Ça, est-ce que éventuellement, voilà, éventuellement un petit peu nettoyer tout ce qui est poussière qui peuvent s'être mise. Quand on prend un petit peu des moucherons de ça, il vaut Ouais. mieux les éviter. Ça. Il faut Ouais. nettoyer un petit peu avant. Ça fait des petits points de rouille D'accord. à la longue. Après, il n'y a pas grand-chose au niveau des câbles. Il y a des gaines téflon. Donc. Normalement, ça bouge pas ça trop. tient. Mais bon, sur 2-3 mois, il n'y aura pas de souci particulier. D'accord. Et tu disais faire le plein du réservoir, parce qu'en fait, c'est quoi ça évite Souvent, quand tu as de s'oxyder. l'air, voilà, quand l'air va rentrer dans le réservoir, ça peut éventuellement faire des petits points d'oxydation dans le réservoir. Mhm. À partir du moment où il est plein, il n'y a pas d'air. Bon, bah alors, vous l'avez compris, hein, d'après Claude, si votre moto ne redémarre pas à la fin de l'hiver, ça sera de votre faute parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, merci à Claude pour ce web atelier. On espère que ça vous rendra service si vous êtes concerné. On parlait, Fred, tout à l'heure de la Yamaha R1. C'est une moto que tu connais bien parce que Best of Bike, c'est aussi la compétition. Bien sûr. Et notamment en endurance avec cette Yamaha R1. Explique-nous un peu ce projet. Alors en fait, on a redémarré, donc c'est la 3e saison. Hein, je fais qu'avec le Team 3 Art en fait. C'est Alex Pancassagne, un de nos pilotes, qui a lancé le projet en me demandant, il faisait le Superbike France, il n'avait plus trop le temps de faire toutes les courses. Et il m'a demandé si on voulait faire un type d'endurance, j'ai dit oui, voilà, on est parti. Et donc la première année en 2018, on gagne les 24 heures du Mans en stock. Hein, donc on était reparti en stock et on est passé en EWC donc l'année dernière, donc la catégorie Au-dessus. voilà, au-dessus, où c'est quand même plus compliqué, hein, forcément. Alors on a l'appui de chez Yamaha, qui est important, entre autres, hein, puisque depuis que Christophe Guyot n'est plus là, Yamaha essaye d'aider plusieurs teams, hein, notamment on fait partie on est 5 teams support Europe, dont on a la chance de faire partie. Donc j'ai une grande aide de Yamaha. Alors par contre, le fait de passer en EWC, on a gagné 24 mois, on dit on va tous les pulvériser. Mais il s'avère que C'est un peu c'est plus compliqué que ça. que ça peut le paraître, hein, forcément, puisqu'en fait, régler une Superbike, c'est quand même plus compliqué que de faire une stock. Et puis le niveau en EWC, naturellement. En revanche, cette implication, j'imagine que pour Best of Bike, ça fait parler et ça génère un peu de trafic aussi Alors, pour toi. C'est gagnant-gagnant cette histoire. Bien sûr, hein, parce qu'à une époque où on vendait 50 ou 60 terrains, on faisait de la pub dans un canard. Voilà, et puis ça venait tout seul. Aujourd'hui, ça nous fait plus vendre forcément des motos directement, mais ça met quand même une image au magasin. Hein, et moi qui suis issu, voilà, j'ai toujours été dans la compétition depuis mon plus jeune âge, j'y tiens et j'essaie de retransmettre ça à mes enfants, qui eux n'ont pas été forcément pilotes, mais enfin qui sont aussi bien impliqués, hein, puis qui m'aident dans cette tâche, puisque les sous qu'on gagne et qu'on remet dans l'endurance, c'est eux aussi qui les gagnent. Donc voilà. Mais on essaiera, et de toute façon, moi d'ici quelques années, quand je vais décrocher un peu la boutique, mon but c'est justement de m'occuper que de ça, quoi. À 100% de la compétition. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors tes enfants, on va les retrouver dans quelques instants, mais auparavant, ce que je vous propose, c'est de rester un petit peu dans cet univers de l'endurance et de la compétition. Avec l'essai de la semaine, Johan Genouvrier vous propose de découvrir la Yamaha R1 justement.
Salut à tous et bienvenue dans l'univers des avions de chasse. Alors quand je parle d'avions de chasse, je ne parle pas de mes amis ici présents, même s'ils sont très sympathiques. Non, quand je parle d'avions de chasse, je parle de ça. Car s'il y a bien un argument qu'on peut avancer pour cette R1 2020 de chez Yamaha, c'est que sous cette livrée bleue, on croit vraiment un avion de la patrouille de France. Le fuselage, ou plutôt le carénage déjà, parce que pour passer les normes Euro 5, Yamaha a revu légèrement sa R1. On a profité pour améliorer tout ce qui est aérodynamique, éclairage, lignes tendues, moteur, échappement, bien sûr, tout a été revu en profondeur au niveau de la mécanique. Mais ne vous y trompez pas, sous cette livrée bleue intense, la R1 cache quand même un univers très racing, à l'image de ce T supérieur ajouré qu'on trouve surtout dans le milieu de la compétition, d'une partie cycle de haut vol et d'une mécanique de pointe. La mécanique tout d'abord, ce qui fait la force de ce R1 depuis 1998. Au cœur de ce Delta Box en aluminium, Yamaha, pour passer les normes Euro 5, a réussi à optimiser son 4 cylindres crossplane. Il atteint dorénavant 200 chevaux à 13 500 tours minute, soit très très haut perché. Et le couple culmine dorénavant à 113,3 Nm à 11 500 tours minute. Et pour arriver à cela, Yamaha a travaillé sur tout le système d'admission. On a un réservoir d'huile un peu plus important, on a une mécanique un peu plus travaillée et un échappement idéal pour ce genre de machine. Alors bien sûr, pour dompter cette mécanique infernale, Yamaha a imaginé un certain nombre d'aides électroniques, car il faut bien penser que cette machine est avant tout destinée à la piste. Qui dit piste dit performance, et qui dit performance dit réglage aux petits oignons. Pour ce faire, Yamaha a opté pour une centrale inertienne à 6 canaux de dernière génération, qui permet notamment de calculer la répartition des masses sur la machine, accessible depuis l'écran TFT qui remplace les compteurs traditionnels. On a la possibilité de savoir exactement quelle est la charge à l'avant et à l'arrière, ce qui permet d'avoir un réglage parfait au niveau des suspensions. On a aussi un capteur au niveau du freinage pour savoir quelle est l'intensité du freinage, ce qui permet aussi de le régler. Et bien sûr, un ABS de courbe de dernière génération, ainsi qu'un certain nombre de modes A, B, C qui permettent d'avoir des pré-réglages. Et bien sûr, on peut rentrer dans tous les menus pour régler la moto parfaitement en fonction du pilote, des conditions de la piste. Alors ce qui a toujours fait le fort de cette Yamaha R1, c'est qu'on avait l'impression d'avoir une machine de piste qui venait découvrir la route. Dorénavant, Yamaha ne fait plus dans la demi-mesure, on est parti sur une machine de piste uniquement pour la piste. Alors celle-ci est homologuée pour la route, mais je ne vois pas vraiment l'intérêt de rouler avec ça, étant donné qu'on est constamment au-dessus des limitations de vitesse. Même en première, on a vraiment du mal à gérer l'accélération tellement elle est fulgurante. Et pour étayer ces propos, il n'y a qu'à regarder la position du pilote. On a des repose-pieds très hauts, on a une selle légèrement plus haute qu'auparavant et des demi-guidons posés très très bas, ce qui permet d'avoir le nez dans la bulle, mais une position complètement inconfortable pour qui voudrait rouler tous les jours, voire même rouler sur les petites routes. La suspension signée KYB est entièrement réglable à l'avant comme à l'arrière. On a la possibilité d'ajuster vraiment au millimètre les réglages comme on en a envie. Alors certes, au début, on a un peu l'impression d'être sur un bout de bois, c'est très très ferme, mais ça s'adapte très très bien, ça encaisse les chevaux, ça encaisse l'inertie au freinage. En courbe, la moto ne bronche pas d'un poil, le cadre et la suspension fonctionnent parfaitement. On a en plus des pneus d'origine qui ont un grip vraiment intéressant. On a un shifter qui est ultra efficace, un peu dur mais très précis. On a une allonge qui est hallucinante. Sur le premier rapport, ça tire un peu court, mais sur les autres rapports, ça monte dans les tours jusqu'à 13 000, presque 14 000 tours, ce qui est complètement dingue. Sinon, en ce qui concerne le comportement dynamique, pour les plus exigeants, Yamaha a aussi opté pour la R1M, la version ultime de cette R1 2020, qui possède notamment une suspension Öhlins électronique. Et niveau tarif, avec cette R1 2020, on est plutôt dans la moyenne, avec un peu plus de 19 000 €. Alors certes, la machine a sensiblement augmenté, mais les améliorations en valent la chandelle. Et ceux qui arrivent à me dire que cette machine ne casse pas 3 pattes à un canard, c'est qu'ils n'ont pas essayé. Alors voilà, on vous disait que Best of Bike, c'est une affaire familiale. Et bien ça tombe bien puisqu'on accueille Julien et Antoine. C'est bon, je ne me suis pas trompé? Parfait, bonjour. Voilà. Bonjour à vous. Donc Julien et Antoine, vous êtes les fils de Frédéric. J'ai envie de vous dire, comment ça se passe de travailler en famille? Ça se passe bien? Ça se passe plutôt bien, ouais. Ça fait maintenant 15 ans qu'on travaille ensemble, donc avec mon frère un peu moins, mais moi 15 ans.
Oui, on a toujours été un peu séparés, donc ça se passait très bien. D'accord. Donc toi, Julien, tu travailles pas ici à Antibes, tu travailles sur l'autre concession, c'est ça? Tu es responsable de l'autre concession à À Saint-Laurent-du-Var. Saint-Laurent-du-Var. Ouais. Et depuis donc combien de temps? Depuis novembre 2014, donc c'est la 6e année entamée. Ouais. D'accord. Et toi, Antoine, tu travailles ici par contre. travaille Là, ici. tu es toujours sous la houlette de papa. Tout à fait. Ouais. Et alors, il y a 30 mètres quand même, Ouais. donc voilà, mais on travaille tous les jours ensemble. D'accord. Et ta fonction ici dans la concession? Je m'occupe du parc occasion et je vends les motos. D'accord. Occasion ou neuf, suivant ce que le client veut. D'accord. Alors, comment ça se passe, je dirais, l'entité Best of Bike? C'est plus facile pour vous de travailler comme ça avec votre père ou d'être indépendant? Est-ce que, quand je dis indépendant, est-ce que, par exemple, toi, tu es plus indépendant pour tes choix sur ta concession ou il y a toujours le regard paternel? Bah, il y a toujours un regard, toujours un conseil, mais oui, effectivement, je suis plus indépendant. Aujourd'hui, bon, ça fait 6 ans que j'ai le droit de faire mes choix, mais je demande toujours conseil parce que on n'est jamais mieux servi que par son formateur, en fait. Voilà. D'accord. Et toi, Antoine, pareil, tu as un peu d'autonomie, tu n'es pas étouffé? Non, mais après, il y a toujours, il a quand même plus d'expérience que nous, voire 3 fois plus, donc on lui demande toujours conseil. 3 fois plus, forcément. c'est pour l'âge, c'est ça? Ouais, à peu de choses près, et encore, je suis peut-être gentil. Mais voilà, et forcément que nous, quand on n'a pas de solution, 90% du temps, lui, il l'a. Donc on lui demande quand même, de temps en temps, quand il y a des conseils à... Et comment ça s'est fait, par exemple? Il vous a proposé de venir travailler ou c'est vous qui vous êtes proposé? Comment ça s'est fait, en fait, je dirais presque l'entrée en relation? Bah, moi, ça s'est fait tout seul, parce que j'étais pas bon à l'école et du coup, on a arrêté et je suis venu vite travailler. Alors j'ai commencé en bas, puis petit à petit, ça a monté. Mais non, il m'a pas proposé plus que ça. Ça s'est fait tout seul. Et il t'a pas fait plus de cadeaux que ça? Au contraire, je dirais même. Ouais. Ouais, bien au contraire. Et toi, Julien, c'est un peu le même cheminement? Exprès, et je le remercie aujourd'hui. Bah, moi, j'ai fait des études de commerce exprès pour faire du commerce. Après, la moto, c'est une passion depuis tout petit. Hein, donc, et il a toujours été dans les magasins de moto, donc on traînait même là étant petit. Donc c'était une suite logique. Et à 17-18 ans, le temps de comprendre les choses, on a commencé, mine de rien, à travailler dans la concession, sans y être employé, mais à voir comment ça se passe, à voir comment ça marche. Et c'est une suite logique et je pense qu'il en est fier. Ouais. Alors comment ça se passe au niveau relationnel entre les deux entités? Vous êtes concurrents, vous êtes complémentaires? Comment vous fonctionnez? On est complémentaires. Aujourd'hui, on est une structure à part à Saint-Laurent-du-Var, mais pendant quelques années, on a été un ensemble. Donc effectivement, ça nous permet d'avoir une zone de chalandise plus importante, donc toucher de plus de monde. Et ça, à Saint-Laurent, ça a permis d'avoir un petit envol pour Antibes. Ça a permis d'augmenter les deux concessions. Du coup, Antoine, là tu travailles avec ton père, mais est-ce que tu te verrais travailler avec ton frère? Et inversement d'ailleurs. Bah, on ne sait pas tant qu'on ne l'aura pas fait. Et c'est éventuellement une possibilité qui pourrait se mettre en place? Vous le verriez comment? Un jour, je pense que quand notre père va prendre sa retraite, on va être amené à travailler potentiellement ensemble. Bon, donc on peut dire 2 fils heureux. Ouais. Complètement. Bon. On accueille maintenant David Michaud, qui est l'inspecteur régional, hein, c'est ça Frédéric? Oui, tout à fait. Donc David, bonjour, merci de nous rejoindre. La première question que j'ai envie de te poser, David, c'est à quoi correspond le rôle d'inspecteur régional? C'est ça, hein, ton titre exact? Oui, nous sommes chargés d'affaires par rapport à la marque Yamaha, donc pour le territoire français. Alors le rôle, il est à la fois simple et compliqué, mais le but, c'est de faire effectivement le relais entre les attentes du constructeur d'un côté et la problématique terrain que rencontre le concessionnaire au quotidien. Donc on se positionne un petit peu au milieu de tout ça. L'arbitre? L'arbitre peut-être, et puis surtout l'idée générale, c'est surtout de mettre le maximum d'huile dans les rouages pour que ça fonctionne et que les clients soient les plus satisfaits. Donc ton secteur, c'est le sud-est ou pas que? Ou Alors, PACA? c'est essentiellement le sud-est qui remonte, qui plus en commence plus. à remonter un petit peu dans le Rhône-Alpes, mais on a un secteur agréable à travailler pour le 2 roues en tout cas. D'accord. Alors messieurs, on parle de nouveautés et chez Yamaha, on l'a appris il y a quelques jours hein, maintenant, toute la gamme MT a été revisitée, revue avec de nouvelles ambitions. C'était un produit qu'il fallait absolument renouveler. Comment c'était déjà au niveau du business terrain, Fred, au niveau du commerce? Alors, nous, la gamme MT aujourd'hui, que ce soit 07, 09, MT10 et le reste, en fait, ça reste notre cheval de bataille puisque ça représente les plus grosses ventes, je crois, la 07 européenne. Donc ça reste aujourd'hui. Alors effectivement,
Bon, par rapport aux normes Euro 5 des nouvelles homologations, Yamaha est obligé de retravailler tous ses moteurs et autres, et ça a permis de créer de nouveaux produits en fait, hein, puisque avec l'Euro 5, les motos baissaient en puissance et autres, donc il a fallu faire des nouveaux moteurs, nouveaux châssis. En fait, on va se retrouver avec une gamme toute nouvelle, donc effectivement, c'est un renouvellement de gamme qui est important, hein, puisque les premières MT étaient sorties en 2014, donc voilà, il fallait que ça bouge, quoi, hein, entre autres. David, c'est aussi une attente qui était généralisée? Alors c'est d'abord une obligation légale, évidemment, c'est ensuite une attente naturelle, et c'est ce qui entraîne en fait un renouvellement de gamme assez lourd, parce que tu as évoqué effectivement la gamme MT, où on a commencé à voir apparaître effectivement les visages de la nouvelle MT-09, de la nouvelle MT-07, de la Tracer 9 et de la Tracer 9 GT, mais c'est également aussi un certain nombre de nouveautés dans le scooter. Hein, avec des nouveaux modèles qui arrivent, qui viennent d'être présentés, comme le tout nouveau NMAX, comme le nouveau D-Lite, le Tricity 300, qui est un produit sur lequel on croit beaucoup chez Yamaha, avec effectivement toute cette motorisation Euro 5 qui est indispensable et qui nous a permis, dans le renouvellement, d'arriver avec des tout nouveaux produits, avec des nouveaux châssis, des nouvelles motorisations, avec un développement électronique lourd sur la plupart des nouveaux modèles qui arrivent, avec des nouveaux dashboards, des dashboards en couleur, des connexions de téléphone, donc des innovations qui aujourd'hui sont demandées par les clients et qui étaient nécessaires. Alors du côté des nouveautés, il y a aussi chez BMW, on a vu apparaître la S1000R, donc un roadster agressif sportif qui sera en concurrence directe avec cette belle MT-10 derrière moi. Et puis côté nouveauté, on va également partir de l'autre côté des Alpes en parlant de Ducati avec cette nouvelle Multistrada V4 qu'on a vue il y a quelques jours également, avec beaucoup de technologie. On parlait de technologie il y a quelques instants, et ce fameux régulateur adaptatif, une première sur la moto, vous en pensez quoi? On va aller de plus en plus vers ce genre de produits issus et dérivés de la voiture. On sait que Yamaha est assez performant sur toutes les nouvelles technologies. Qu'est-ce que tu en penses, toi, David? Alors oui, je pense que clairement la tendance c'est d'aller vers ce genre de produits et d'innovation. Alors pour deux raisons majeures. La première raison majeure, c'est forcément la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, l'obsession d'un constructeur, c'est d'apporter de plus en plus de sécurité à ses clients. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et après, le second point, c'est effectivement d'arriver avec des motos aujourd'hui qui se rapprochent des attentes de ce qu'on peut connaître dans l'automobile, évidemment, puisque nos clients ont pris l'habitude d'avoir un certain nombre de conforts, d'avoir de la connectivité entre leur téléphone, leur véhicule au quotidien. Donc très clairement, toutes les innovations techniques et technologiques qu'on a aujourd'hui vont accroître. La Nikon, on en parle ou... Alors la Nikon, on peut en parler, oui, bien sûr. Alors moi, j'apprécie cette moto en tant qu'utilisateur. Ça reste une très bonne moto. Commercialement, je pense qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts encore. Voilà, le motard, il roule avec deux roues. Voilà. Maintenant, je pense que la technologie du Nikon apporte d'autres produits. On la voit aujourd'hui avec le Tricity 300, qui a le même train avant que la Nikon. Et pour pouvoir justement essayer la concurrence, pour avoir essayé la concurrence, on s'aperçoit qu'un Tricity 300, il a un train avant qui est autre des trois roues qu'on avait l'habitude d'essayer jusqu'à maintenant. Après, ce que le Nikon m'a apporté en plus, c'est effectivement un aspect, une notion de sécurité. Parce que vraiment, quand je rentre sur une route que je ne connais pas, dans un virage qui se referme ou dans une route gravillonnée, je ne me pose même pas la question avec le Nikon, alors qu'avec une moto traditionnelle, j'aurais pu certainement avoir une certaine tension. Et en termes de confort aussi, quand je fais une journée et que je vais réaliser 300-400 km avec le produit, j'arrive le soir, je suis pas fatigué. Voilà. Donc c'est un vrai confort, c'est un vrai plus, et notamment en termes de sécurité. Maintenant, je pense que c'est un produit qui demande à gagner en confiance auprès des motards. Beaucoup l'ont essayé, pas suffisamment. Après, c'est assez curieux parce que ce qu'on a souvent vu, c'est qu'on a souvent vu des motards qui ont essayé le produit, qui ont été emballés par le produit, mais qui n'ont pas forcément engagé la démarche d'achat parce qu'ils avaient la petite vanne du copain à côté qui leur disait « mais c'est pas une moto ». Voilà, je comprends. Donc c'est ce qui a certainement posé un petit peu de problèmes commerciaux dans un premier temps. Ok, bon merci, on va clôturer cette page nouveauté sur ces bonnes paroles, et puis on va passer à la rubrique suivante, on va parler de sport maintenant. Allez, on parle de sport maintenant avec Andy Verdoya. Bonjour Andy. Bonjour. Le plus jeune vainqueur du championnat du monde Super Sport.
à Barcelone, dans des conditions dantesques. On t'a vu dans le stand, tu étais allongé, tu n'y croyais pas. Ça y est, tu as fait le point, tu termines cette victoire. Là, ça y est, bon, c'est sûr que c'était une victoire un peu prématurée. Je ne m'attendais pas à ce moment-là à gagner une course, surtout vu les circonstances, comment ça se passait durant toute la saison. J'étais en progression, mais pas de là de passer à marquer des points à une victoire. C'est sûr que ça a été un peu compliqué à se remettre des émotions, mais bon, j'ai réussi à passer au-dessus parce que c'est sûr que c'est une victoire. Mais bon, vu les conditions, c'est sûr que j'aurais préféré une victoire sur le sec, mais ça restera une victoire et la première dans ma carrière en championnat du monde. Dans le contexte, tu t'es dit quoi? Tu dis je continue tant que le drapeau rouge n'est pas sorti, on verra ce que ça donne. C'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là sur la moto? En fait, j'ai vu qu'il commençait à pleuvoir. Donc j'étais dans un groupe pour marquer des points et je les ai laissés passer devant pour voir ce qui se passait, pour voir si ça allait glisser un peu ou pas. Et quand je me suis douté que peut-être ça allait mettre drapeau rouge, j'ai commencé à repasser pour être sûr de marquer des points. L'objectif était top 10, je me suis dit que quelques pilotes vont rentrer pour changer et passer les pneus pluie. Et quand j'ai vu qu'il ne restait pas beaucoup de tours, j'ai dit les 75% vont arriver très vite. Donc autant tenter le coup, si ça marche tant mieux. Et si ça ne marchait pas, j'aurais pu très bien finir dernier si tout le monde était rentré. Mais bon, au final, ça a marché et tant mieux. Et à ce moment-là, tu savais à peu près quelle position tu occupais? Tu disais que tu étais dans les points, mais tu ne savais pas vraiment où tu étais ou tu le savais? Aucune idée, je voyais juste les vibreurs sur la piste parce qu'à un moment il s'est même mis à grêler et j'étais tellement concentré dans une droite, je passais pas de la troisième, donc ça patinait toutes les vitesses. Donc j'étais tellement concentré, je voyais pas le panneau, les mécanos qui m'attendaient pour changer les pneus comme tout le monde et moi je rentrais pas et c'est sûr que de voir que les vibreurs, sur le moment c'est pas très cool, ça fait un peu peur quand même. Bon Fred, avec Andy, c'est une relation qui dure un petit peu. Justement, c'est quoi comme type de relation? En fait, non, c'est tout nouveau parce qu'en fait, j'ai eu un appel moi l'année dernière, j'étais en Malaisie au 8 heures de Sepang par Eric De Seine qui me dit voilà, il y a Andy qui va passer en mondial 600. Il a besoin d'une moto pour s'entraîner cet hiver. Tu as une R6 en stock? Je lui dis bah ouais, j'ai une R6 en stock, donc tu lui files, on se débrouillera après. Donc voilà comment l'histoire est arrivée en fait. Alors Andy, naturellement, je le connais puisqu'en fait il est niçois, donc j'ai suivi aussi un peu toute sa carrière. Alors j'ai dit bon, comme d'habitude, j'ai dit Eric, ouais, bah, pas de souci, on se débrouille quoi. Voilà. Donc Andy est venu chercher une R6, moi j'étais même pas là parce que j'étais encore en Malaisie, pour s'entraîner tout l'hiver. Puis cet hiver, il était un petit peu tout seul au monde. J'ai dit, tu fais du sport, tu fais du vélo. Alors je lui ai trouvé un coach en plus. J'ai embauché un coach sportif pour lui préparer sa saison. Voilà comment c'est passé. Alors, les nouvelles du front aujourd'hui, c'est un peu vague. On ne sait pas ce qui va se passer comment. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne laissera pas sur la touche. Hein, donc on va bien voir ce qui va se passer sur les années qui viennent. Et puis je pense qu'il a un gros potentiel. Donc ça serait dommage de laisser un petit jeune Français pour une fois qu'on en a un qui a le niveau international, hein, puisque ça manque un peu chez nous quand même. Ouais. Hein, donc, Justement, par rapport à cette victoire, par rapport à ta saison, déjà quel bilan tu tires de ta saison? Est-ce que ça correspond aux objectifs que tu t'étais fixés, comme tu disais, marquer des points, des choses comme ça, te rapprocher un peu du top 10? Est-ce que déjà sur les objectifs perso que tu t'étais fixés, cette saison 2020, bien qu'elle soit bizarre, est-ce qu'elle répond à tes questions? Alors oui, parce que l'objectif de base était de rentrer au maximum dans le top 15, ce qui a été plus que réalisé sur la plupart des courses. C'est sûr que l'objectif par la suite, une fois le top 15 accompli, c'était le top 10. Ça n'a pas été possible. J'ai réussi à la dernière course à me placer au départ dans le top 10. Mais bien sûr, je n'ai pas réussi à maintenir cette position toute la course. Donc au final, j'ai quand même gardé cet objectif toute l'année de top 15 qui était de marquer des points. Mais c'est sûr que l'objectif ensuite, une fois après avoir pris mes premiers points en Australie, l'objectif était toujours de rester dans le top 15. Mais si j'avais pu réaliser au moins un ou deux top 10, ça aurait été plus que convenable. Ça n'a pas été possible, mais je pense que l'objectif a quand même été réalisé puisque c'était le top 15. D'accord. Au niveau, alors justement, Fred en parlait un petit peu, est-ce que 2021, il y a beaucoup d'incertitudes d'un point de vue général, hein, bien sûr, mais à ton niveau, toi, est-ce que déjà tu as quelques sécurités sur ton programme ou c'est encore loin d'être défini? Alors, pour le moment, ce n'est pas défini, c'est très compliqué, et bien sûr financièrement, car avec le Covid, il y a quand même pas mal de soucis pour les teams, pour les sponsors. Donc, j'attends, quoi qu'il arrive, où que ça soit, je vais m'entraîner à fond pour donner le maximum. Mais
pour le moment, c'est pas encore défini le championnat dans lequel je vais rouler. D'accord. Et Fred disait Eric De Seine est toujours derrière toi, donc quelque part ça c'est peut-être un peu rassurant quand même. Bien sûr, c'est très rassurant parce qu'il pousse derrière pour que je puisse y arriver et je le remercie beaucoup d'ailleurs parce que sans lui, il y aurait quand même pas mal de choses que j'aurais jamais pu accomplir et donc là, j'essaye de donner mon maximum pour pouvoir y arriver. C'est sûr que c'est très compliqué arriver à haut niveau et on va voir par la suite comment ça se passe, mais en tout cas, je vais jamais arrêter de m'entraîner pour essayer d'y arriver. Ok, bah écoute, merci Andy, on te souhaite le meilleur pour cette saison 2021 à venir. Fred sera pas loin aussi, on l'a compris. Donc, oui, voilà. on va surveiller tout ça. Ouais. En tout cas, merci et puis bon courage. Et puis nous, on va rester sur la partie sport, mais on va accueillir un autre invité dans quelques instants. Allez, on poursuit notre partie sport avec un nouvel invité, Marc Fontan. Alors Marc Fontan, si vous ne connaissez pas, c'est champion du monde d'endurance moto avec une autre marque, pas l'œil bleu. Voilà. Officiel Yamaha Sonoto en Grand Prix 500 notamment. Ouais. Et puis, créateur de l'équipe de France de vitesse, ou en tout cas en association avec la Fédération française de moto. Ouais. Et puis, le Dark Dog Moto Tour que tu as effectué, Fred. Ouais. La Dark Dog Academy, là aussi on va y revenir. Ouais. Et puis aujourd'hui, une autre structure de détection de nouveaux talents, on peut dire ça comme ça, Marc? Oui, tout à fait. On essaie d'accompagner des jeunes qui sont talentueux pour un petit peu les former et puis espérer que rapidement on puisse avoir des Français qui partent sur des championnats internationaux importants. Oui. Alors je disais, Fred, la relation avec Marc, ça date du Moto Tour, c'est Ouais, ça? Et c'est puis ça, ensuite de la ça Dark fait- Dog ça Academy fait, surtout. Ouais, une quinzaine d'années maintenant, parce que j'ai participé moi, au premier Moto Tour en 2003, après en 2006 en T-Max d'ailleurs. Et puis en parallèle avec ça, j'étais partenaire de la Dark Dog Academy, puisque je fournissais toutes les motos de la Dark Dog Academy, avec donc Marc, Sam Thomas et Martial Garcia à la technique. Où j'ai suivi, là où on a sorti quand même des gars pas trop mal. Puisqu'on a eu des Lucas Mayas, Mathieu Ginès, entre autres. Donc, Louis Bull est là, ce qui a eu un gros accident. donc, mais voilà, un team. Sylvain Barrier, c'était Sylvain Barrier, la première fois qu'on l'a fait rouler en France. Donc un team bien sympa et puis efficace, malgré tout. Donc ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on se connaît. Quoi. Ouais. Toi, Marc, donc tu disais aujourd'hui des nouveaux talents. Comment tu les accompagnes? On les accompagne un peu comme on avait toujours essayé, comme on disait avec l'équipe de France, c'était formateur. On l'accompagne, avec Sam Thomas, qui est mon pote d'enfance, on a dit on va refaire ça. L'académie, on restait qu'en France, on était un peu bloqué et c'était des pilotes déjà plus talentueux, plus âgés, puis c'était des 600. Et on a dit on va aller trouver les pépinières, on va les sélectionner. Voir s'ils sont aptes à progresser, parce qu'il s'agit pas, c'est pas un team qui fait payer un pilote et qui le prend et qui le fait rouler. Le team FT Racing Academy en paye une partie et le pilote paye l'autre partie. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils aient un certain talent. On les sélectionne puis on leur fait comprendre ce que c'est que la course moderne. Aujourd'hui, la course moderne, c'est savoir choisir ses pneus, l'acquisition de données. Il y a beaucoup d'informatique. On aime pas, mais on n'a pas le choix. Il faut le faire. Aujourd'hui, c'est incontournable. Incontournable. Donc l'ingénieur est là avec nous. Donc on travaille avec Techmas, mais l'ingénieur est là. Les mécaniciens, pour bien qu'ils se sentent à l'aise dans cette nouvelle compétition. Voilà. Et puis après, on les fait rouler. Beaucoup d'essais. Alors là, on est un peu embêté avec le Covid parce que le but, c'est de les faire rouler l'intersaison, parce que les jeter un petit peu comme ça, juste dans une saison, alors ils n'ont pas roulé alors qu'ils doivent être formés, un petit peu comme Andy Verdoya, que j'ai suivi. Le but, c'est de le faire rouler, mais rouler intelligemment. Pas rouler autour d'un circuit pour dire tu roules, tu fais des tours, non, c'est rouler avec un plan de travail. Autrement, on apprend des mauvaises habitudes. Donc on les accompagne, donc avec Sam, et puis on fait le championnat de France. Et normalement, à l'issue de ce championnat de France, s'il y en a un ou deux qui sont vraiment doués, on prend une wildcard. Cette année, on ne l'a pas pris parce qu'avec tout ce qui s'est passé, c'était compliqué. Bien sûr. Voilà. Et voilà. Donc, et puis ensuite, après, Yamaha, puisqu'on travaille beaucoup avec Yamaha France, prendra ce pilote-là pour l'emmener dans cette nouvelle coupe européenne qu'ils font à l'ouverture dans le championnat du monde 300 Super Sport. Donc pour lui, c'est intéressant. Il passe dans une catégorie, je dirais, internationale de suite. Voilà. Fred, tu suis toujours ça? Oui, tout à fait. Donc je suis partenaire aussi de la FT Racing, Tout à bien fait, sûr, avec la FT Academy Racing. On a d'ailleurs espoir, avec Marc et Sam, de relancer une coupe Yamaha. Oui. On est en négociation avec Vincent Pomeray, donc directeur de Yamaha France, et Eric De Seine aussi. Donc la volonté, il est de recréer une pépinière de pilotes, puisque quand on voit ce qui se passe chez les copains, on a un peu du mal, nous, à mettre des pilotes français maintenant dans le top 10 des différents championnats internationaux. Donc on en rêve, j'espère qu'on va y arriver.
Alors, on va profiter de votre présence à tous les deux parce qu'on va rester un petit peu dans l'univers, même un peu beaucoup, de la compétition, puisqu'on va vous proposer notre séquence top flop, mais un top flop bien particulier, c'est sur la saison de MotoGP qui s'est achevée il y a quelques jours. Alors, Fred et Marc, je vais vous mettre un petit peu à contribution pour justement notre rubrique top flop. La saison de MotoGP s'est terminée il y a quelques jours au Portugal. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi si je vous disais au niveau des tops, Suzuki, Joan Mir, champion du monde, champion des constructeurs. Fabio Quartararo, 3 grands prix dans la même saison, ça s'était jamais vu. Oui. Marc, tu sais ce que ça représente en Oui. catégorie Rennes. Joan Zarco qui a, on va dire, réémergé, on va dire comme ça. Et puis KTM aussi, qu'on n'attendait pas à pareille fête. Est-ce que sur ces points-là, vous êtes d'accord avec moi? Pour les tops, oui, pas de problème. Alors moi, je vais être un petit peu dur, je mettrai un petit bémol chez Yamaha quand même. Ah bah ça viendra dans les flops aussi, parce que Yamaha… ça fait partie des voilà, deux en fait. Voilà. On a le top avec Fabio qui enchaîne 3 grands prix et puis après… Puis même Morbidelli, Oui, j'ai dit, Morbidelli, on se focalise sur après, Fabio parce qu'il est français. On pourrait les mettre dans les deux en fait. Et après, Suzuki naturellement, on les attendait pas. Moi, j'aurais pas mis une pièce sur eux en début de saison quand même. Ni sur les pilotes, mais bon… Ça t'a surpris toi, franchement, Marc, quel regard évidemment plus aiguisé avec… Oui, Mir, c'est un jeune pilote. C'est un jeune pilote. Et ce qui me surprend, c'est que, à part le dernier Grand Prix où c'était pas très beau parce qu'ils ont eu des problèmes et peu importe, puis peut-être plus la motivation. Ouais, je pense aussi, voilà. Mais je pense qu'ils travaillent différemment des autres. Ils préparent la moto et le pilote prépare sa moto pour les courses. Il ne prépare pas pour les essais chrono, pour être le plus rapide, le meilleur. Par contre, la moto, elle est constante, elle va bien pendant les 25, 30, 35 tours. Et donc ça, c'est pas inintéressant. Et peut-être que certains teams devront essayer de travailler cela aussi, parce qu'on sait bien, les essais chrono, les réglages de fourche, de suspension, le pneu, c'est différent. Et après, c'est pas forcément évident, quand on remet ces réglages avec ces pneus un peu plus durs, d'arriver à être devant. Et puis, parce que dans un essai chrono, on utilise la piste pleinement. Fabien Quartararo est le roi pour ça, c'est lui qui a les plus belles trajectoires, c'est lui qui utilise peut-être le plus la piste à bon escient. Par contre en course c'est pas du tout pareil. En course on peut pas utiliser la piste parce que si on l'utilise, il y en a un qui pointe à l'intérieur, on l'a vu sur le Grand Prix du Portugal, mais il allait bien chercher l'extérieur, à chaque fois il se faisait sans arrêt, c'est ça. Ou alors on fait des fautes, on lèche un peu trop l'avant et hop on part là. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention. Donc je veux dire oui, Suzuki m'a surpris, mais je crois que c'est aujourd'hui, cette saison c'était la moto peut-être la plus homogène. Voilà. Alors, on parlait de Yamaha, donc malheureusement, on va en parler aussi dans les flops par rapport à cette saison qui est quand même assez surréaliste. Une victoire pour le pilote officiel, c'est Maverick Viñales. 6 victoires pour le team satellite, Fabio et Morbidelli. Et puis, des problèmes récurrents de moteur, etc. Comment vous l'analysez? Enfin, si on peut l'analyser, comment vous le voyez ça? Alors, nous, on voit ça de l'extérieur. Moi, je regarde ça en tant que téléspectateur, comme tout le monde. Alors, j'ai ma petite idée autre. Je pense que là, effectivement, il y a un vrai problème chez Yamaha. Alors, est-ce que c'est la moto 2019, 2020 Est-ce que c'est les pilotes? C'est aussi important parce que est-ce qu'ils ont maintenant le niveau? Parce que la nouvelle génération qui arrive, tous les jeunes qui arrivent de la Moto 2. Là, tu parles pour Viñales et Rossi, c'est ça? Entre autres. On voit que ça a passé un step quand même. Donc, je pense quand même qu'au niveau de la direction de chez Yamaha, il faut se poser des questions quand même. Alors moi, je vois ça de l'extérieur, je ne suis pas dedans, je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Tu représentes la marque et ça génère quand même du business. J'ai quand même ma petite idée. Maintenant, ça engage que moi, mais je pense qu'il y a un vrai problème de structure au niveau des directions techniques et humaines. Moi, aujourd'hui… tu couperais des têtes, toi? Ah ouais, carrément. Carrément. Ça, c'est mon avis perso. Maintenant, de toute façon, comme on dit toujours, et j'en ai discuté plusieurs fois avec Eric, de Seine. Oui, pas moi, je vous rassure. En disant, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le résultat. Oui. Puisque nous, marchands de moto, moi, si je ne vends pas de moto, en fin d'année, ils me disent, toi, tu n'es pas bon, tu es nul. Après, j'ai beau leur expliquer que je n'avais pas de sous, je n'avais pas le temps, il y a eu le Covid, il y a eu tout. On saura me dire quand même, toi, tu n'étais pas bon. Bon, ça va, pour l'instant, je ne suis pas dans les flops. Mais ça, on peut le transposer effectivement à l'équipe. De toute façon, c'est pareil, Jean-Claude Olivier savait le dire, la compétition et le business, c'est deux choses qui se… Voilà, donc aujourd'hui, moi, en tant que téléspectateur, il y a un gros problème, je pense, au niveau du team Yamaha. Ouais. Marc, tu partages un peu le sentiment de… Oui, alors moi, je ne suis pas non plus dans le team Yamaha, ni officiel, je ne suis pas les Grands Prix, mais ça me rappelle, j'ai des souvenirs quand même, je ne sais plus si c'est tout à fait pareil, mais à l'époque…
Moi, quand j'ai roulé donc, avec les 500 Grands Prix pendant 3 saisons avec les Yamaha, il y avait des équipes complètes qui formaient une moto pour la saison. On disait en 2020, c'est une équipe qui travaille sur ce moteur-là, sur cette évolution de moto. Et ça m'est arrivé, alors c'est vieux, hein, mais ça m'est arrivé en 82 d'avoir une Yamaha qui était pas du tout bonne du tout, partie cycle, moteur et tout. Barry Sheene avait la même. Il y en a qu'un qui arrive à tirer un peu sur l'épingle du jeu, c'était Kenny Roberts, parce qu'il avait déjà fait beaucoup de modifs, parce qu'on lui autorisait beaucoup à lui et pas trop à nous. Et cette moto-là, c'était une galère toute l'année. Parce que c'était la moto qui était prévue pour 82, l'équipe technique était là et on ne revenait pas en arrière. Il y avait déjà un modèle pour l'année d'après. Dans les flops aussi, juste un petit mot sur la fin de saison de Fabio. C'est vrai que ça a été très surprenant aussi son comportement. Enfin, ses performances, on va dire, pas son comportement. Oui, je pense que c'est l'amalgame de ce qui s'est passé en cours de saison. Après, comme les pilotes, on commence un peu à les maîtriser. Si tout n'est pas réuni au bon moment et à la même heure, que ça soit mentalement et autres, parce qu'intrinsèquement, ils sont 19 dans la même seconde. Oui. Donc ils sont tous très vite. Mais pour aller chercher les 2, 3, 4, 5 dixièmes qui manquent, s'il n'y a pas tout réuni, ça ne peut jamais marcher. Et je pense que Fabio, il a rencontré ce problème, que ça soit technique ou humain, je ne sais pas, ou physique. Après, il a été très franc aussi. Hein. Il a accordé une interview à nos confrères de Canal+, pendant le Grand Prix du Portugal, où il disait qu'il devait maintenant faire un travail sur lui pour gérer ses émotions. Voilà. Et ça rejoint un peu ce que disait Marc quand tu disais accompagner les jeunes pilotes. Ça aussi, le côté mental, ça fait partie du jeu maintenant. C'est énorme. Énorme. Et oui, après, moi, je ne connais pas personnellement, je fais qu'analyser un petit peu de loin, mais c'est vrai que c'est le plus vite sur la piste aujourd'hui, mais sur une piste seule. Et il a des problèmes après en course parce que ce qu'on ne peut pas adapter, c'est ces chronos d'une piste où on est seul. Ça, je le disais, j'en suis certain. Donc, il va falloir qu'il travaille sur son comportement avec les autres en bagarre et être peut-être moins propre, mais plus performant. Oui. En plus, la moto, ça joue, ça n'a pas été top. Autre flop, et là malheureusement on ne peut pas passer à côté, c'est la non-performance de Honda. Alors ok, on va pas revenir sur le problème Marquez, mais c'est la première fois depuis je ne sais plus combien de temps, au moins 30 ans, que Honda n'a pas gagné une course en Grand Prix cette année. Alors, je parle en catégorie Rennes. Hein. Oui, de toute façon, on revient quand même au problème Marquez. C'est-à-dire que la Honda a été construite autour de Marquez. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que n'importe qui monte sur la moto, c'est compliqué, quoi. Alors, c'est sûrement aussi une bonne moto, comme toutes les motos GP, mais on s'aperçoit que quand on fabrique une moto pour un pilote, ça ne peut pas s'adapter à d'autres pilotes, notamment ces pilotes qui viennent du Moto 2. On s'aperçoit que tous ces jeunes, ils ont un souci avec ces motos GP. Voilà, alors on revient à la Suzuki qui, à mon avis, est peut-être une moto qui se rapproche un peu plus. Je ne sais pas, c'est mon avis perso, avec ses pilotes. Mais là, chez Honda, s'il n'y a plus Marquez, voilà. Elle est conçue pour lui, la moto. Il l'a conçue pour lui, il l'a conçue comme ça, dans son style de pilotage. C'est un attaquant extrême. Je dis, on comparait, sans vouloir comparer toujours, mais à des Kenny Roberts, des gens comme ça, c'est tout à fait ça, le brut de fonderie. Il a sa moto qui va bien pour lui, mais elle va absolument pas pour personne, parce que c'est comme ça, dans son choix de pneus, dans sa moto. Et là, ça a été la preuve. Alors après, on verra quand il va revenir si physiquement il est bien, parce qu'on a toujours ce... Il y a d'ailleurs une polémique qui est en train de naître maintenant sur l'opération. Alors bon, on ne va pas prendre parti, mais entre les partisans du Dr Mir, les anciens partisans du Dr Costa, il n'aurait pas fait comme ci, il aurait fait comme ça. Enfin bon, mais c'est vrai qu'il y a quand même une grosse incertitude sur ses capacités physiques pour la saison prochaine. Et puis le dernier point, sur les deux derniers points, c'est Ducati aussi, qui a quand même été un petit peu dans le même cas qu'Yamaha. Pas de performance des pilotes officiels, des pilotes satellites plutôt performants, à l'image de Johan Zarco, on l'a dit, mais donc et puis on a découvert aussi une nouvelle facette du MotoGP cette année avec les réseaux sociaux. Et je dirais, dans les flops, le comportement un peu de la famille Espargaro, j'allais dire, qui a été vraiment très, très, très sévère. Et même après Valentino Rossi aussi, sur l'accrochage entre Morbidelli et Johan Zarco. Ça prend, j'allais dire, mauvaise tournure, cette histoire de présence des réseaux sociaux dans le sport comme ça et dans le MotoGP. Vous l'avez vécu un peu pareil ? Oui, forcément, parce qu'il y a Stoner qui disait il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui les pilotes ils passent plus de temps sur les réseaux sociaux que sur leur moto, quoi. Donc il arrive un moment, c'est pareil, tout ce qui se dit là-dessus, c'est souvent des réactions à chaud, comme a pu faire Espargaro, comme a pu faire Rossi et autres. Mais je pense qu'il arrive un moment, il faut leur interdire le téléphone, quoi. Donc je pense que on parle de l'FT Racing, s'il y a une chose qui est interdite quand ils rentrent dans l'attente, c'est interdiction de téléphone. Ça c'est sûr, c'est sûr. Donc, mais c'est n'importe quoi. Enfin, nous on n'est pas de cette génération, donc ça nous paraît absurde
Et c'est bizarre. Bon, maintenant, c'est entré dans les mœurs, c'est entré dans les mœurs. Ça, ils vont naître avec une puce bientôt. Ouais. Le problème, il est là, c'est qu'en plus, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça va être dur quand tu vois même le président de la République qui fait des annonces sur les réseaux sociaux, même avant de faire ses discours, ça devient compliqué de faire. Pas de notre ami Trump, mais Non, mais voilà, ça va être dur de dire. Oui. Donc on est dans ce plein, et c'est vrai que ça pourrit tout, Bon, merci Marc d'être passé sur le plateau de Sans Concession. Alors on parlait de compétition, justement on va vous proposer 3 suggestions de cadeaux pour Noël avec 2 livres qui sont en plein dans la compétition, à savoir le premier c'est le livre d'or de Michel Turcot qui vient de sortir, donc qui vous proposera un retour sur la saison de Grand Prix 2020, une saison particulière mais qui a valu beaucoup de spectacles. Le deuxième livre pour les passionnés d'endurance qui est réalisé par David Regondo sous le couvert de son agence Good Shoot, donc qui vous permettra de revivre la saison du championnat du monde d'endurance et le 16e titre du Suzuki Endurance Racing Team. Et enfin, le troisième livre qui est celui de notre collaborateur Michael Levivier qui présente également avec moi Sans Concession, qui a réalisé un superbe ouvrage sur la saga Harley-Davidson. Voilà 3 suggestions de cadeaux. D'ailleurs, Noël, Fred, toi, tu fais des cadeaux aussi à tes clients? Alors, on essaye de leur en faire toute l'année, nous, des cadeaux, donc déjà c'est bien. Oh, qu'est-ce qu'il est bien. Oui. Par contre, on va faire une opération naturellement pour Noël. On va faire une opération sortie de déconfinement, voilà, où on fait naturellement promo sur toute la gamme et puis sur tout ce qui est accessoires en magasin. On fera une opération spéciale Noël qui va débuter au 1er décembre. D'accord. Voilà. Bon merci beaucoup Fred, bonne continuation. Encore une fois, merci Marc de nous avoir rejoints. Merci. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Sans Concession.